Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On se retrouve pour un nouveau vlog. Je voulais vous montrer ce que j'ai commencé à lire ce matin. J'ai commencé à lire le roman graphique Femme, Vie, Liberté sous la direction de Marjane Satrapi, donc qui est l'autrice et la dessinatrice notamment de la BD Persépolis. Mais en fait, c'est fait par plusieurs auteurs et plusieurs dessinateurs différents. Donc chacun amène vraiment sa patte au niveau des dessins. Je vais vous montrer ça un petit peu après. Au niveau des auteurs, en fait, c'est trois spécialistes de l'Iran qui vont nous raconter l'histoire de l'Iran. On démarre en 2022, en septembre 2022, lorsque la jeune femme Mahsa Amini, donc une jeune femme de 22 ans, a été tuée par la police des mœurs parce qu'elle ne portait pas bien son voile. Et de là a découlé toute une révolution féministe qui a été suivie aussi bien par les femmes que par les hommes qui ne sont plus d'accord avec le régime iranien. Et la bande dessinée va raconter ça en fait, va raconter cette révolution féministe, va raconter cette lutte de la population qui n'est plus d'accord avec les règles qui leur sont fixées et qui leur sont imposées. Donc ça va être découpé en plusieurs parties. Moi, j'en suis qu'au début, donc j'en suis que dans les prémices de cette révolution. Mais voilà, c'est découpé en trois grosses parties. Donc une partie, les événements, qui traite plutôt de la période actuelle. Une partie un peu d'histoire. Donc là, j'imagine qu'on va essayer de comprendre l'histoire de l'Iran avant cette révolution. Et puis la troisième partie, c'est un régime de fer, un peuple qui résiste. Et de ce que j'ai lu pour l'instant, c'est hyper bien fait. Parce que comme je vous le disais, c'est des spécialistes, des politologues qui ont écrit les textes et donc on sait qu'ils sont tout à fait justes au niveau historique. Donc les spécialistes qui ont contribué, c'est Farid Vaïd qui est politologue, Jean-Pierre Perrin qui est grand reporter et Abbas Milani qui est historien. Et il y a 17 illustrateurs BDistes qui ont travaillé sur le projet. Je vais peut-être pas tous les citer, mais en tout cas ce qui est super chouette, c'est que du coup chaque partie est illustrée par quelqu'un de différent. Donc ça donne des planches totalement différentes d'une page à l'autre. Vous voyez, vous avez des styles graphiques totalement différents. Parfois il y a des choses plus colorées. Et donc là je vous montre les petites histoires que j'ai déjà lues, mais voilà, vous avez vraiment des choses super variées. C'est quelque chose qui est vraiment appréciable, je trouve, à la lecture, parce que donc chaque fois en quelques pages on vous raconte une partie, un regard sur cette révolution, et j'aime bien le fait que ça change à chaque fois. Alors c'est un ouvrage qui est très très dense, il y a beaucoup de choses à lire, à comprendre, c'est très complet, mais je crois que ça va être super intéressant. Je vous en parlerai plus et mieux quand j'aurai plus avancé, parce que là j'ai lu qu'une 50aine de pages. Donc on a juste parlé de l'histoire de Mahsa Amini et ce qui s'est passé le jour où elle a été tuée. On a également parlé du slogan qui a été choisi pour cette révolution, qui est Femme, Vie, Liberté, l'origine, etc., d'où est-ce que ça vient, et également d'une chanson qui a été créée par des révolutionnaires et qui a été vraiment la chanson, l'hymne en fait de cette révolution. Donc ça s'appelle Baraye, j'ai peur de mal prononcer, mais c'est super intéressant et surtout c'est super important comme ouvrage. La bande dessinée, enfin le roman graphique coûte un petit peu cher, pardon, elle est à 32 €, mais c'est un travail colossal qui a rassemblé beaucoup de personnes, qui a dû demander beaucoup de travail. Donc moi je trouve que ça les vaut totalement pour l'instant. Et alors j'ai reçu un petit colis dans ma boîte aux lettres, donc je me suis dit que je vais tout bouger, que j'allais l'ouvrir avec vous, vous tremblez. On reste sur le thème de la bande dessinée parce que j'ai reçu Vague de froid de Jean Crémers, publié chez Le Lombard. Donc je vous ai parlé dans le dernier vlog de l'opération Lisez-vous le Belge, qui est une opération littéraire sur les réseaux sociaux pour promouvoir la littérature belge. Et dans le catalogue, j'avais choisi cette bande dessinée-ci. Ça va parler de deux frères qui partent en voyage en Norvège.
Le grand frère a l'air assez renfermé sur lui-même et donc ça va être l'occasion pour les frères de discuter et de peut-être crever l'abcès. Et ça m'avait pas mal tenté. Je trouve que l'objet livre est très beau. Et alors pour vous montrer un petit peu à quoi ressemblent les planches, on est sur quelque chose qui ressemble à ça. Je vais vous en montrer une autre. Voilà, donc ça a l'air très nature. Je pense que je vais le lire prochainement. J'ai pas reçu de petit communiqué de presse pour me dire quand ça sortait, donc je sais pas quand ça sort. Je sais pas si peut-être que c'est déjà sorti. En tout cas, à mon avis, je vais la lire prochainement. La troisième partie du roman graphique est hyper forte parce qu'on parle de beaucoup de gens qui se sont sacrifiés, qui sont morts pour défendre leurs idées, pour défendre la révolution. C'est vraiment hyper poignant et en même temps c'est écœurant parce qu'on se rend compte que les meurtres sont toujours déguisés, qu'on fait croire que la personne a eu un accident de voiture, mais pas du tout qu'on l'a tué alors que les proches voient très bien que la personne a été rouée de coups. Enfin, ça me brise le cœur, honnêtement. Je reviens vous parler parce que hier soir, j'ai terminé Femme, Vie, Liberté, donc le roman graphique dont je vous parlais hier. J'ai honnêtement vraiment beaucoup aimé. C'est très dense, mais en même temps c'est très facile à comprendre. Ça permet d'illustrer de manière très claire la situation actuelle en Iran. Bien sûr, je savais plus ou moins ce qui se passait. Après, je ne vous cache pas que je reste pas mal à l'abri des informations du journal, etc. parce que je trouve que les nouvelles sont très angoissantes, encore plus dernièrement avec tout ce qui se passe dans le monde. Donc je suis pas la personne qui recherche absolument à avoir le plus d'infos possible sur ce qui se passe. Et c'est vrai que la situation en Iran est assez catastrophique. Je trouve que vraiment le roman graphique arrive à retransmettre ça de manière pédagogue, on comprend bien ce qui se passe. Donc comme je vous le disais, c'est divisé en 3 parties. La première partie, c'est vraiment pour nous expliquer cette révolution féministe qui est en cours depuis un an, depuis septembre 2022. La deuxième partie, c'est pour réexpliquer l'histoire de l'Iran et les différentes révolutions que l'Iran a connues. Cette partie, elle n'est pas très longue, mais elle permet de mettre en perspective et de bien comprendre que c'est pas la première fois que la population iranienne est secouée par quelque chose de similaire. Et alors la dernière partie, elle sert à présenter les victimes, à les mettre à l'honneur, à leur rendre hommage, et c'est très beau et très poignant. Il y a un petit épilogue qui est dessiné par Johan Sfar où il raconte sa rencontre avec Marjane Satrapi et les trois messieurs qui ont travaillé sur le livre, donc Farid Vaïd, Abbas Milani et Jean-Pierre Perrin. Cette partie-là est un peu plus floue, j'ai un peu moins aimé, mais bon, c'est l'histoire d'une dizaine de pages. Mais tout le reste, j'ai trouvé ça vraiment génial. On comprend bien, on se rend bien compte aussi que les médias manipulent clairement le peuple et il y a une vraie propagande dans les médias, dans la presse qui est pro-République islamique. Bref, on comprend beaucoup de choses. C'est vrai que certains styles graphiques m'ont moins plu, mais pour autant ça m'empêchait pas de rentrer dans cette partie de l'histoire. Je trouve que le découpage en petits chapitres comme ça est hyper intelligent et rend la lecture vraiment facile et simple. Je pensais pas le lire d'une traite comme je l'ai fait. Je pensais vraiment que j'allais le lire entre d'autres lectures romans et au final, j'ai vraiment été prise et j'avais envie de continuer à lire. C'est vrai que c'est pas facile à lire, dans le sens où c'est difficile ce qui nous est raconté, mais c'est important et c'est utile. Et ça me travaille beaucoup. La preuve, c'est que j'ai rêvé de l'Iran cette nuit et je pensais à plein de trucs que j'avais lus dans mon sommeil. Donc c'est que ça fait son petit effet dans mon cerveau. Et alors là, aujourd'hui, c'est Halloween. Ce soir, je fais une soirée film d'horreur avec ma sœur. On va manger des pizzas, manger des bonbons devant un film d'horreur. Donc ça va être plutôt cool. Et j'ai sorti une petite lecture de circonstances pour Halloween. En fait, ça c'est un petit recueil de nouvelles que j'ai acheté en Alsace. Je le trouvais super joli et super sympa, mais je n'ai pas été très attentive. Je l'ai pris en me disant génial, 2 nouvelles de Camilla Lackberg. Pourtant, le nom de ces nouvelles sont écrits là en gros. C'est aussi écrit sur le dos. Et je ne me suis pas rendu compte que c'était donc Femme sans merci et Sans passer par la case départ. J'ai déjà lu Sans passer par la case départ, je l'avais reçu des éditions Actes Sud en service presse il y a un petit temps. Je m'en rappelle assez bien parce que c'était il n'y a pas si longtemps que ça.
Et donc en fait, ben voilà, il y a une des 2 nouvelles que j'ai déjà lues. Je n'ai pas lu par contre Femme sans merci et ça me faisait très envie. Et puis je me dis Femme sans merci, il est seulement sorti en grand format. Donc ça m'aurait coûté plus cher d'acheter juste celui-là en grand format que celui-ci en poche. L'un dans l'autre ça va. Mais donc bref, je vais lire Femme sans merci aujourd'hui. Il n'a pas des très bonnes notes sur Livre Addict, donc je vais voir. J'espère que moi, ça me plaira quand même. C'est vrai que Camilla Läckberg, ben forcément, j'adore, enfin pas forcément, mais vous le savez peut-être, j'adore sa série de base avec Elena et Patrick. Donc le premier tome, c'est La Princesse des Glaces. J'adore cette saga-là qui fait 10 tomes. Je les ai tous adorés. Mais depuis la fin de cette saga, ce qu'elle fait m'intéresse un petit peu moins. J'avais lu La Cage dorée que j'avais bien aimé, mais ça n'avait rien à voir. Et je vois bien aussi que ça plaît moins à l'ensemble des lecteurs. Donc on verra, je vais lire ça et je vous en parlerai. Et je suis désolée pour tous les changements de couleurs. Je me suis rendu compte par la suite que l'emplacement où je m'étais mis n'était pas optimal. Mais c'est pas grave, je vous reprends quand j'avance là-dedans. Alors, j'ai pas mal de choses à vous dire. Tout d'abord, hier, j'ai terminé Femme sans merci de Camilla Läckberg. J'ai plutôt bien aimé. Dans cette histoire, Camilla Läckberg va nous dresser le portrait de 3 femmes différentes. 3 femmes qui, a priori, n'ont rien à voir, même si 2 d'entre elles se connaissent en fait dans la vie privée. Et en fait, ces 3 femmes ont une problématique commune, c'est qu'elles sont mariées à un homme qui les malmène. Chacune d'une façon différente, donc elles sont pas confrontées aux mêmes problématiques et elles vont décider de ne plus se laisser faire et elles vont décider de changer de vie. Et donc on va suivre tout ça. J'ai trouvé que c'était assez sympa, j'ai bien aimé la construction parce que chaque fois on suit une femme pendant 2-3 pages, puis une autre et ça alterne comme ça. Je trouve que c'est sympa, ça amène du dynamisme et parfois on s'arrête sur une sorte de cliffhanger et on se dit qu'on a envie de savoir ce qui va se passer pour ce personnage. Je trouve néanmoins que c'est un petit peu court, c'est sur 150 pages. Ben, moi j'aurais bien vu le double de pages parce qu'il y a des thématiques qui sont intéressantes, qui sont abordées mais qui du coup ne sont pas du tout creusées et au-delà de ça, les personnages ne sont pas forcément extrêmement approfondis non plus. J'aurais aimé en savoir plus. Il y a 2 des femmes pour qui j'ai eu beaucoup d'empathie, une que j'ai moins comprise, enfin je trouve qu'elle va un peu loin pour ce qui s'est passé, ben, c'est le personnage d'Ingrid pour ceux qui ont lu la nouvelle. De manière générale, ça fonctionne bien. Moi, je me suis quand même vraiment prise au jeu. J'aime bien Camilla Läckberg, j'aime bien lire ses romans. Je passe toujours d'agréables moments. Mais c'est pas quelque chose qui va me rester en tête ad vitam aeternam, clairement pas. Mais ça fait le job. Si vous tombez sur ce livre et que vous avez envie de le lire, pourquoi pas, c'est féministe, ça va vite, il se passe beaucoup de choses. Parfois, on questionne un petit peu la probabilité de certains événements, mais de manière générale, j'ai bien aimé. Et alors ce matin, j'ai commencé Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud que ma petite sœur m'a prêté. J'ai lu que 75 pages sur 300, donc je vais pas encore vous en parler maintenant. Mais je voulais vous dire qu'hier soir on a regardé un film d'horreur. Alors c'est un film qui rentre dans la catégorie slasher. J'ai pas l'habitude de regarder ce genre de film d'horreur là, donc on n'est pas du tout avec des esprits ou des choses comme ça. Le film s'appelle Pearl. On est vraiment sur quelque chose de très gore avec beaucoup de sang qui gicle et c'est très glauque. C'est une jeune femme qui en 1918 vit chez ses parents dans une ferme et en fait elle veut quitter cette condition parce qu'elle a envie de devenir une star planétaire et elle veut pas être une fille de ferme et son mari est parti à la guerre et tout va dégénérer. C'est vraiment glauque.
ça fait pas peur dans le sens où il n'y a pas des gros événements qui vont vous faire frissonner et vont vous surprendre, mais ça fonctionne bien. Le personnage principal est ultra bien campé par l'actrice dont je ne me rappelle plus le nom, je vous l'écrirai ici. Voilà, si vous n'avez pas peur du sang et du glauque, pourquoi pas, c'est sur Netflix. Je parle vite parce que j'ai plus de batterie, donc je termine vite. J'ai reçu un petit colis des éditions Academia. C'est toujours dans le cadre de Lisez-vous le Belge. Je le déballe vite comme ça, je vous le montre avant de mettre ma caméra à charger. C'est le dernier livre que j'avais que j'avais demandé. C'est La femme seule de Héloïse Steyart. Je ne sais plus très bien de quoi ça parle. Je sais que c'est une femme, ça va vraiment être un monologue intérieur d'une femme qui se questionne sur sa place. Voilà, on voit qu'elle se questionne sur la maternité, la vie conjugale. Je crois qu'on va en fait pas mal parler de charge mentale. Voilà, c'est un roman féministe. J'espère que ça me plaira. Je connais ni l'autrice ni la maison d'édition. Donc on part sur quelque chose de 100% freestyle. Et alors je vais vous dire quand est-ce que ça sort. Ah bah il vient de paraître. Voilà, il est sorti le 11 octobre. Mais je crois que je vous en parlerai prochainement de toute façon parce que je vais le lire dans le courant du mois de novembre. On est le soir, je suis en pyjama, c'est pas le plan idéal mais c'est pas grave, en plus c'est la tempête dehors donc j'espère que vous entendrez rien. Je voulais juste vous dire que j'ai terminé Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnault pour vous raconter un petit peu l'histoire. Donc c'est un livre qui était dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge et donc ici on est dans un petit univers super mignon au cœur de la forêt avec des animaux qui parlent, qui portent des vêtements. Voilà, c'est des animaux très humanisés, un petit peu dans le style de la chanson de Renard. Et on suit principalement Archibald qui est un renard libraire. Il a une librairie qui est dans un arbre, ça a l'air super mignon comme endroit. Et dans sa librairie, en fait, il a que des livres qui existent en un seul exemplaire, que les gens viennent déposer et puis que d'autres personnes viennent acheter. Pour acheter, il suffit de payer en noisettes. Rien que ça, c'est trop mignon. Et un jour, il a une petite taupe qui s'appelle Ferdinand. Ferdinand Taupe qui vient dans son magasin en disant qu'il veut racheter le livre que lui a écrit et que lui a déposé. Mais il a été vendu juste la veille et Archibald ne sait pas à qui il l'a vendu parce que la personne, il n'a pas eu le temps de bien la scruter, il était occupé avec un autre client. Bref, Ferdinand, il souffre de la maladie d'oublie-tout, donc l'équivalent de la maladie d'Alzheimer, et il a besoin de remettre la main sur ce livre pour savoir ce qui est arrivé à sa femme Maude. Et donc on va suivre les pérégrinations des deux animaux dans la forêt sur les traces des souvenirs de Ferdinand. C'est vraiment plein de douceur, super mignon, c'est super bien construit, on voit que tout a été pensé, tout est hyper cadré et en plus c'est réconfortant à souhait, c'est très gourmand. Chaque fois ils vont boire des thés et manger des pâtisseries dans des petits endroits tenus par des animaux plus mignons les uns que les autres. Vraiment j'ai trouvé que au niveau de l'ambiance c'était parfait, c'était vraiment adorable. C'est quelque chose qui m'a d'emblée beaucoup plu. Alors forcément, au-delà de cet aspect mignon, on aborde des thématiques assez profondes vu qu'on aborde la maladie d'Alzheimer et d'autres thèmes dont je vais pas vous parler ici maintenant. Et en fait, ce qui est vraiment appréciable, c'est que Michael Brun-Arnault lui-même a travaillé comme soignant et il a accompagné des personnes qui étaient atteintes de la maladie d'Alzheimer. Donc on sent qu'il a vraiment une certaine expertise dans le domaine et qu'il sait de quoi il parle. Donc je trouve que c'est super bien fait pour expliquer ça aux enfants. Je ne rejoins pas les énormes coups de cœur qu'il y a pu avoir sur ce livre. Je sais pas pourquoi. Donc au niveau argumentation, on va pas être sur quelque chose de top. Je sais pas pourquoi. Mais en fait, je pense que c'était un peu trop enfantin pour moi. Je le savais évidemment en prenant le livre et je sais que je ne suis pas le public cible parce que c'est clairement pour un public d'enfants et je comprends qu'on apprécie de lire ça en tant qu'adulte. Mais en fait j'ai bien aimé le début, j'ai vraiment bien aimé la mise en place de l'univers, j'ai bien aimé la fin que j'ai trouvée émouvante. Pour autant j'ai pas pleuré alors que je suis très sensible, mais je pense que c'est parce qu'en fait je me suis un peu détachée au milieu quand ils vont vraiment à droite et à gauche rencontrer tout un tas de personnages.
je me disais ouais, allez, on peut un peu avancer, mais c'est parce que j'étais pas à fond dedans non plus. Mais je trouve que c'est très réussi, en plus c'est très bien écrit, mais simplement je suis contente de retourner à mes lectures adultes après cette expérience. Mais je comprends le succès, simplement moi je suis pas non plus à fond et je me dis pas waouh c'était ma lecture de l'année. C'était une lecture toute douce, toute mignonne, ça m'a fait du bien et j'ai passé un bon moment de lecture, mais je sais même pas si je lirai le tome 2, je verrai bien, peut-être à un moment où j'ai besoin d'un réconfort et de quelque chose de facile à lire, je me laisserai tenter, on verra. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un grand écart livresque, je vais partir sur du Stephen King, je pense. Je pense que je vais commencer Nuit Noire, Étoile Morte. C'est des nouvelles, je crois qu'il y a 4 nouvelles dans ce roman, enfin c'est des novellas. Je pense que chez King, on parle plutôt de novella, mais voilà, il y en a 4. Donc il y a 1922, Grand Chauffeur, Extension Claire et Bon Ménage. C'est un beau bébé parce que voilà, là il est en grand format, il n'est pas si gros parce qu'il fait 400 pages et quelques, mais les pages sont bien chargées, donc j'aurai de quoi faire. Ça fait quelques jours que je suis pas venue vous parler par ici parce que voilà, j'ai été occupée, notamment hier j'ai été passer la journée à Liège avec des amis, donc je vous aurais mis quelques plans juste avant. J'ai pas beaucoup lu, j'ai pas terminé le Stephen King, j'ai juste lu une nouvelle dont je vais vous parler parce qu'elle m'a beaucoup marqué, beaucoup traumatisée. J'ai pas beaucoup lu pour plusieurs raisons, notamment parce que j'ai eu beaucoup de choses à regarder en termes de programmes à la télévision ou de séries. J'ai commencé la série La chute de la maison Usher. Je vais pas vous en parler maintenant, on a vu, je vous en parlerai dans le prochain vlog, enfin je vous en parlerai quand j'aurai vu tous les épisodes, parce que j'en ai vu que 2 pour l'instant, mais c'est par le créateur de The Haunting of Hill House et The Haunting of Bly Manor. On est sur une série d'horreur, ça fait assez peur. Et il y a des scènes très choquantes, j'ai été très choquée par la dernière scène de l'épisode 2, ça m'a beaucoup remuée. Donc si vous voulez une ambiance un peu effrayante, je peux vous la recommander, mais on est vraiment dans de l'horreur. Voilà, il faut le savoir, c'est pas simplement une ambiance qui fait un petit peu peur, c'est vraiment de l'horreur pure et dure. J'ai aussi repris Selling Sunset, alors ça c'est mon plaisir coupable à fond, c'est sur Netflix aussi. C'est vraiment de la télé-réalité, alors soi-disant le prétexte c'est de l'immobilier. En fait, c'est des bimbos qui vendent des appartes ou des maisons à plusieurs millions de dollars et qui se disputent entre elles. Voilà, là, dans ce pitch, vous avez tout. Si ça vous intéresse pas, franchement, passez votre chemin. Si vous avez envie de vous vider la tête, c'est parfait. Là, il y a la saison 7 qui est sortie. Moi, j'avais bouffé les 6 saisons très rapidement. Là, j'ai déjà bien avancé la saison 7 et c'est vraiment mon petit plaisir coupable. J'adore regarder ça. Et alors, la Starac a repris hier. Voilà, c'était le premier Prime hier. Je pense que si je suis aussi accro que l'année passée, je vais beaucoup regarder les quotidiennes. L'année passée, je regardais pas trop les Prime, mais tous les jours, ça fait un moment où je regarde ça. Et bref, pour revenir à ma lecture de 1922, donc la première nouvelle de ce recueil de nouvelles. Donc les nouvelles font pas toutes la même taille, hein. Vous voyez, j'ai quand même pas mal avancé. Dans mon édition, 1922 fait 180 pages. Mais c'est des pages bien remplies. C'est une vieille édition Albin Michel avec beaucoup de texte sur chaque page. J'ai été traumatisée par ce que je viens de lire. Honnêtement, je viens de terminer la nouvelle et j'en ressors
vraiment effrayée, j'ai vraiment eu peur, j'ai vraiment pas été à l'aise avec ce que j'ai lu. Pour vous expliquer pourquoi, il faut expliquer pas mal de choses différentes. Première chose qu'il faut savoir, c'est que j'ai très peur des rats. Depuis toujours, je suis terrifiée par les rats, je suis pas à l'aise avec les rongeurs de manière générale. Même un hamster, je suis pas à l'aise. Mais voilà, ça va. Mais les rats, c'est vraiment quelque chose qui me tétanise, qui me fait super peur. Vendredi, j'ai vu un rat dans mon jardin. Autant vous dire que j'étais à l'intérieur, j'étais traumatisée. Je n'osais plus bouger, je savais plus quoi faire, j'ai eu super peur. Et puis, j'ai lu ceci. Donc j'avais commencé peut-être à lire un tout petit peu jeudi, mais je suis rentrée dans le cœur de l'histoire vendredi, le jour où j'ai vu un rat. Quelle est la thématique principale de 1922? Les rats. C'est les rats qui créent l'horreur dans cette nouvelle. Enfin, c'est presque un mini-roman en fait. Je crois que pour Stephen King, ce format, ça s'appelle les novellas. Les rats créent toute la terreur dans la nouvelle et c'est terrible. Ça m'a vraiment confrontée à mes peurs les plus profondes personnellement. Si vous n'êtes pas forcément impressionné par les rats, enfin je pense qu'il y a personne qui aime les histoires avec les rats et que personne n'est hyper à l'aise face à un rat sauvage. Peut-être que vous avez des rats de compagnie, mais un rat sauvage, je pense qu'il y a personne qui est ultra à l'aise non plus. Mais peut-être que ça vous fera moins peur si vous avez moins cette peur panique que moi j'ai, mais ça m'a terrifiée. C'est la lecture de Stephen King qui m'a fait le plus peur jusqu'à présent, et pourtant, je commence à en avoir lu pas mal de Stephen King, mais celui-ci m'a traumatisée. Pour un peu resituer l'histoire, c'est l'histoire d'un homme qui va se confesser. Donc quand il se confesse, on est en 1930 et il va écrire une longue lettre pour avouer un crime qu'il a commis. Il a tué sa femme avec la complicité de son fils. Je ne vous spoil absolument rien en vous disant ça. Je vais vous lire l'incipit, donc les premières phrases de la nouvelle, comme ça vous êtes fixés et vous savez à quoi il faut s'attendre. Je m'appelle Wilfred Leland James et ceci est ma confession. En juin 1922, j'ai assassiné ma femme, Arlette Christina Winter James, et jeté son corps dans un vieux puits. Mon fils, Henry Freeman James, m'a aidé à commettre ce crime, même si, à l'âge de 14 ans, il n'était pas responsable de ses actes. Je l'y ai amené par la persuasion, en jouant sur ses peurs et en réfutant systématiquement ses objections, somme toute normales, sur une durée de 2 mois. Voilà, ça c'est le début de la novella. Et pour vous expliquer, c'est vraiment là, c'est la suite de l'incipit, hein. Mais pourquoi est-ce qu'il décide de tuer sa femme? C'est pour des histoires de terre. Sa femme a hérité de son père plusieurs hectares de terre. Elle veut les vendre et elle voudrait aussi vendre la ferme pour qu'ils aillent vivre en ville. Et Wilfred, donc le personnage principal de cette histoire, il veut pas du tout. C'est un fermier, c'est un campagnard pure souche. Il veut rester à la ferme. Et il trouve pas d'autre solution que de tuer sa femme pour garder ses terres. Et de là va s'en suivre une histoire, mais terrifiante. Honnêtement, j'ai été terrifiée. Je me suis vraiment sentie pas bien. Donc il y avait des moments où j'avais envie de balancer mon livre. Je parlais à mon livre, j'étais crispée comme pas possible devant certaines scènes parce que non seulement j'aime pas les rats, mais j'aime pas trop les scènes très sanglante, très explicative au niveau anatomique de sang, de chair qui se déchire. Et ben j'ai été servie. Ça a été terrible. Et j'ai eu une relation toxique à ce livre. C'est-à-dire que, enfin à cette nouvelle, parce que le livre je l'ai pas encore terminé et ça se trouve les autres seront encore pires. Mais la relation que j'ai eue avec la nouvelle 1922 a été hyper toxique parce que j'étais dégoûtée, effrayée, j'avais pas envie de continuer. Quand ça a commencé avec les rats dans tous les sens, j'avais vraiment pas envie de continuer. Mais je me disais le mal est fait. Le mal est fait, je sais maintenant ce qu'il y a dans ce livre et je sais qu'on parle de rats. Et en fait à chaque fois ça devenait pire, ça devenait pire. La nouvelle elle fait 180 pages, c'est surtout les 140 premières pages qui m'ont fait peur. Vraiment peur. Et la fin un peu moins, parce qu'on part dans un autre délire. Je vais pas entrer dans le détail pour pas vous spoiler si vous voulez lire cette nouvelle malgré tout ce que je vous dis, parce que malgré tout ce que je vous dis, j'ai eu très très peur, mais c'est une nouvelle qui est extrêmement bien construite, qui est très bien écrite comme d'habitude. Il y a beaucoup de misogynie, ça m'a vraiment dérangée.
Après, c'est toujours un peu compliqué avec Stephen King parce qu'on ne sait pas si c'est ce qu'il pense lui à cette époque, à l'époque où il écrit cette nouvelle. Je sais pas à quel moment il l'a écrit dans sa carrière, ou bien si c'est les personnages qui pensent ça. J'opte plutôt pour les personnages pensent ça parce qu'on est en 1922 dans un milieu rural, agricole, où les hommes n'étaient pas forcément très cultivés, les femmes n'avaient pas accès non plus à la culture. Donc je pense qu'il fait vraiment parler ces personnages, mais les propos tenus sur les femmes sont horribles. Le personnage d'Arlette, donc la mère de famille qui va être assassinée, est détestable. Il y a une autre jeune fille dans l'histoire qui, elle, est traitée d'une meilleure manière, mais qui est une pauvre petite chose sans défense. Donc la place faite aux femmes est assez désastreuse, mais on va se dire que c'est parce que la nouvelle se passe en 1922 et que ça devait sans doute se passer comme ça aux États-Unis à l'époque. Voilà, je pense que c'est une lecture dont je me rappellerai longtemps. Je pense que ça va me traumatiser un petit temps. Je sais qu'il y a une adaptation en film qui est sur Netflix et que je ne vais absolument pas regarder. Je vais jamais la regarder de ma vie. Parce que si Stephen King a réussi à me faire peur juste avec des mots et avec des images que je me suis créées dans la tête, si j'ai les images réelles devant les yeux, je vais pas endormir la nuit. Donc on va en rester sur l'expérience de lecture et certainement pas une expérience cinématographique. Ce que je vais faire, c'est que je vais lire les prochaines nouvelles la semaine prochaine, enfin à partir de demain quoi. Là je vais plus lire ça ce soir parce que ça me fait peur honnêtement. Donc il me reste Grand Chauffeur, Extension Claire et Bon Ménage, que je lirai la semaine prochaine et dont je vous parlerai dans le prochain vlog. Et je vais clôturer ce vlog ici parce que je pense que j'ai plus ou moins fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un des livres dont je vous ai parlé. N'hésitez pas à me dire quel est votre Stephen King le plus effrayant, lequel vous a fait le plus peur. Parce que moi j'ai déjà lu des bien trash au niveau horreur. J'ai lu Cimetière, j'ai lu Shining, j'ai lu Misery, j'en ai sans doute lu d'autres qui faisaient peur aussi, mais c'est 1922 qui décroche la palme parce que ça attaque mes propres peurs et c'est vraiment le domaine qui me fait peur. Moi tant que c'est fantastique et tout, on peut y aller, on peut déballer, j'ai pas trop peur de tout ce qui est esprit, fantôme, possession, des trucs comme ça, ça va. Mais les rats, ça va pas. Voilà, je m'égare de nouveau sur cette thématique des rats, vous l'avez compris, ça me travaille beaucoup. J'en reste là. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt. Gros bisous.